The concert. The life at the concert. The party at the concert. The music at the concert. And the crowd that's singing. Voilà, on va commencer. Donc, bienvenue dans ce podcast entre monde du Forum Muntarab, podcast consacré à l'actualité du foot marocain. Grosse actualité d'ailleurs, et avec moi, donc on a Mister Pogos. Bonjour Pogos, comment ça va? Salut Thomas, tu vas bien? Ça va, merci. Et puis on a Monsieur Mister Madou. Madou, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. ça va, merci, ça va. Moi, si vous m'avez pas reconnu, bah tant pis pour vous, vous saurez pas qui je suis. Et, et donc, je vais vous donner le programme aujourd'hui du podcast, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, grosse actualité du foot marocain. On va revenir au début sur le début de saison de Botola, hein, avec notamment les 3 premières journées, puis ce qui s'est passé cet été, notamment dans le marché des transferts, les 8e de finale de la Coupe du Trône, et puis d'ailleurs ce soir, le début des quarts de finale. Ensuite, on reviendra également sur les joueurs à l'étranger, les Marocains, hein, les professionnels, entre guillemets, donc ce qui s'est passé notamment dans le marché des transferts et leur début de saison. On n'oubliera pas de revenir sur les demi-finales des Coupes africaines, la Champions League et la Coupe de la CAF, notamment les matchs du Wydad et du FUS qui nous ont bien sûr déçus, mais on y reviendra quand même. Et puis on finira avec l'actualité de l'équipe nationale, hein. Bien sûr, il y a la liste d'Hervé Renard pour les 2 prochains matchs qui est tombée ce matin. On y reviendra, mais donc on va commencer avec la Botola, hein, si vous voulez bien, et les 3 premières journées, on a déjà des petites équipes qui se sont distinguées, puis on a eu un marché des transferts assez calme, hein, notamment les transferts. Hein. Pogos et Madou, je vous donne la parole, les transferts, un marché un peu calme, non, vous pensez pas? En Madou? Botola, ça dépend des équipes. Ouais, bah, vas-y, dis-en Par plus. exemple, le Raja, il nous a habitués à recruter beaucoup plus de joueurs. On sait qu'ils sont en crise financière, donc effectivement, ils ont recruté beaucoup moins. Par contre, il y a des équipes qui ont beaucoup recruté, notamment les promus, surtout Khanefra qui a quasiment recruté toute une équipe. Ils ont gardé 2 ou 3 joueurs de la saison dernière. Ils ont une vingtaine de recrues pour cette saison. Ça fait quand même beaucoup. Et bon, les autres équipes, il y a eu pas mal de recrutements aussi. Au Wydad, il y a des recrues assez importantes, des joueurs qu'on connaît bien, comme Belkhdar, Khadrouf, Lamrabat qui était au Maghreb Tétouan. Les étrangers, Shikatara qui a fait beaucoup de bruit avec son transfert, avec viendra-t-il pas. Et William Jebour qui a fait un très bon match d'ailleurs contre Zamalek et qui a l'air d'être une très bonne recrue. Donc on verra s'il confirme sur le long terme. Il y a aussi Ashraf Ben Sharqi qui est quand même une bonne pioche, un jeune joueur qui évoluait au match la saison dernière. Donc j'en oublie, il y avait Fad Akça aussi qui évoluait, enfin c'est un Marocain né aux Pays-Bas et donc qui va venir avec une expérience européenne. On a vu un peu jouer, donc il y a, il y a à dire sur son niveau peut-être, mais globalement c'est vrai que le mercato par rapport aux années précédentes, si on prend l'ensemble des équipes, peut-être moins de recrues, mais c'est surtout au niveau des clubs phares, les clubs majeurs, le Raja, les phares. Le FUS nous a habitués à pas beaucoup recruter, mais ils sont un petit peu dans Ouais, la voilà, on va dire que continuité. c'est surtout comme d'habitude, les promus, hein, qui recrutent à gogo, comme ça, 10, 15, 20 joueurs, mais les gros clubs, entre guillemets, sont restés relativement calmes, parce que, bon, c'est vrai que le Wydad a fait un petit recrutement vu de la Champions League, mais c'est vrai que les autres sont restés relativement calmes par rapport à ce qui se faisait les années précédentes. Oui, effectivement, et même les clubs du milieu de tableau comme Tétouan qui a lâché des joueurs mais qui n'a pas recruté beaucoup, Jdida, Asfi qui ont quasiment la même équipe de départ que la saison dernière, il y aura peut-être 1 ou 2 joueurs prêts pour Jdida. Effectivement, donc c'est des équipes qui se sont stabilisées, il y a des équipes qui se sont affaiblies, notamment comme Marrakech qui a perdu pas mal de joueurs clés comme Al, Jefferson, Koucham, Spar qui était en prêt du Raja, Kouyaté qui est parti au Sporting Lisbonne. Beaucoup de joueurs titulaires, les joueurs de l'équipe type sont partis. Donc on a vu cette saison pas mal de jeunes qui ont été lancés par Benabicha qui a d'ailleurs démissionné juste après la dernière défaite contre Fortuna. Hier, Madou, un petit mot sur le marché des transferts de cet été?
Ben, on va dire que je rejoins un peu Gus dans le sens que ça dépend vraiment des équipes. Je pense que cette saison, ce qui était différent, c'est surtout que le Raja et le Fuse n'ont pas recruté énormément de joueurs, hein. C'est deux équipes qui nous ont habitués à recruter beaucoup durant l'été. Puis pour des raisons bien spécifiques, hein, le Raja avec sa crise financière, ils n'ont pas forcément pu recruter de nouveaux joueurs. Donc à mon avis, ça dépend. C'est plus une impression. Vous avez toujours autant de recrues quand tu regardes le Wydad, quand tu regardes même quand tu regardes les Phares ou l'IRT, hein, c'est des équipes qui ont beaucoup recruté, surtout au début, hein, du mercato. Oui, Et l'IRT qui est surprenante parce que Ouais. c'est une équipe qui a fait une grosse saison la saison dernière, qui a fait une troisième place quand même assez surprenante au vu du fait que ce soit une équipe promue, pas si surprenante que ça au vu de l'effectif qu'ils avaient parce qu'ils ont quand même recruté, pas cet été, l'été d'avant, que des joueurs majeurs, des joueurs titulaires dans leur club, comme Rafi Absamad, Mouaoui, Gharib et Ouais. Hilali de Jdida. Ouais. Beaucoup de joueurs titulaires importants. Donc cette saison, ils ont quand même bousculé un petit peu parce que on s'attendait à ce qu'ils gardent la même ossature. Ils ont un petit peu lâché des joueurs, notamment ouais, Fechaki malheureusement, qui est ils ont. parti à Berkane. J'aimais bien leur milieu défensif, Ndomo, le Camerounais qui est parti. Ils ont recruté un Sénégalais qui est pas mal du tout, Ousseynou Thioune. Ils ont lâché aussi Bokres qui était en prêt du FUS, Ouais. qui a d'ailleurs atterri à SFI. Mais en contrepartie, ils ont recruté Baltam et Ben Mellem, qu'on connaît tous les deux. Baltam qui était un titulaire à Berkane, qui était un bon joueur aussi au CAC. Ben Mellem qui a fait la Coupe du Monde des clubs avec le Raja avant d'aller dans le golf et qui Mhm. revient à Botola. Ils ont recruté aussi Mohamed Amsef, un joueur qu'on connaît bien à travers l'équipe nationale, qui évoluait en Allemagne. Donc quand même pas mal de D'ailleurs, changements beau dans le gosse, 11. l'IRT, en parlant de l'IRT, est-ce que tu les vois dans les favoris? Est-ce que vous les voyez parmi les favoris l'IRT cette saison pour le titre? Oui, clairement. Si on regarde les autres équipes, il y a le Raja, l'IRT, le Wydad et le FUS qui vont se dégager. Peut-être aussi Berkane, mais ça c'est les équipes qui sont candidates pour le titre à première vue. Mais si on compare par rapport aux effectifs, je pense que l'IRT peut très bien finir dans la première ou la deuxième place. Hein. C'est une équipe qui a C'est fait le vrai que recrutement pour. c'est vrai qu'ils ont un gros potentiel joueur et un très bon entraîneur, Voilà, ouais. mais quand même malgré tout, je vois le Raja, malgré tout. Ah, le Raja aussi qui fait un bon début, qui récupère son entraîneur Fakhir, qui est un entraîneur qu'on connaît. C'est quand même un des plus gros palmarès au niveau des entraîneurs, si ce n'est le plus gros du pays. Bien sûr, le Raja reste candidat. Donc ces clubs-là, Raja ou Wydad, euh, sont toujours candidats au titre. Donc il n'y a que les crises qui peuvent les empêcher, les crises internes peuvent les empêcher de jouer le haut. Et malgré les crises la saison dernière, on a vu le Raja quasiment faire un retour Ouais, vers le Fulgurant à haut la du fin, top. ouais. Ouais. Madou, un favori ou des favoris pour le titre? Ouais, pour moi, clairement, le Raja. Que ce soit je pense qu'ils ont fait un recrutement vraiment intelligent. Le recrutement de Yamir. Beaucoup, Je pensais que, beaucoup de stabilité et Yamir en défense. Ouais. ouais, Yamir en Il se défense, sent, c'est vraiment quelque chose dont ils avaient besoin. Et puis le recrutement de Fahir aussi, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui a gagné une là. On va pas le présenter, hein. Par contre, je trouve si je devais leur trouver peut-être un point faible, je trouve ils ont beaucoup de joueurs qui manquent un petit peu d'expérience, on va dire, surtout en attaque. Et puis, je trouve pas que leur banc de touche soit très très fourni pour une équipe qui il y a voudrait des jouer le postes qui sont titre. doublés, il y a des postes qui sont bien fournis, mais si on regarde le recrutement, Yamir c'est effectivement un renfort, mais après les autres joueurs comme Lama qui vient de signer, c'est plus une recrue qui fait le nombre qu'un renfort. Ils ont perdu quand même Babatunde, ils ont perdu Osaguna. Euh, c'est quand même des joueurs qui n'ont pas été remplacés à leur poste. Et Mais je pense qu'au niveau bah, il y a Ben Halil qui fait un bon début de saison au poste d'attaquant de pointe, alors qu'il est plus un joueur de couloir.
Mais on n'a pas vraiment d'attaquant de pointe qui se dégage. Peut-être que Bouldini va être la recrue de cette saison, hein, lui qui n'a pas beaucoup joué la saison dernière pour blessure. J'espère pour notre ami Oseka que Bouldini va se révéler, Oh, mais c'est c'est vrai qu'un que Forever va l'attendre au tournant. au milieu, il y a quand même trois gros joueurs au milieu. C'est quand même Issam Raqi, Ouais. Hafidi et Mabidi, le Congolais. C'est vraiment du haut niveau, ces trois joueurs, hein. C'est vraiment ce qui peut les amener vers le titre, le Raja, en plus de la touche Faria. Oui, Mabidi qui a fait une grosse saison la saison dernière et Sam Rafé aussi. Maintenant, Hafidi, il avait fait une saison en dents de scie, mais il avait très bien fini à partir de la deuxième moitié de saison et il était un peu revenu à son niveau. Faut voir maintenant s'il est capable de faire une saison pleine. Parce qu'on n'a pas vu depuis un petit peu 2 ans, je crois, que Hafidi n'a pas, il arrive quand même à finir dans le haut du tableau des buteurs, mais il y a des trous, il y a des passages à vide. Maintenant, il faut voir peut-être avec le retour de Khatibi de blessure, je pense qu'il va être là aux alentours du mercato d'hiver, parce il est absent pour une longue période. Mhm. Est-ce qu'il sera là à son meilleur niveau? Mais sinon, dans les autres postes, je pense qu'ils ont des doubleurs pas mal, parce que il y a Wesley à gauche qui est doublé par Louadi, c'est quand même un très bon joueur. Ben Halib, Hafidi pour les postes à côté. Ils ont recruté Samson Vingui là qui est le meneur Ouais, de j'ai jeu entendu ça. du Gabon, qui a fait son entrée Samsung. J'ai entendu le commentateur de Riyadi dire Samsung ce week-end. Samson Bingui. Samsung. C'est un milieu offensif un peu polyvalent qui peut faire un meneur de jeu. Donc à mon avis, il va apporter quelque chose s'il est en forme physiquement. Donc les postes des arrières latéraux sont aussi doublés avec Jbila Kalouchi à gauche, Boutayeb Hashimi à droite. C'est quand même pas mal, hein. C'est très intéressant comme équipe. Le Wydad pour le titre, vous les voyez relever la tête ou pas? Ça dépend comment ils gèrent cette élimination, parce que s'ils partent avec des victoires, après on peut facilement rentrer dans le championnat. S'ils accusent le coup de la Champions League, ils risquent de prendre un retard qui va créer une crise et on sait ce que ça donne dans les grands clubs appréciants comme le Wydad El Raja. Ouais. Ouais, bon, on est bien justement ces demi-finales de la Champions League qui ont eu lieu donc les deux week-ends derniers. Donc match aller en Égypte 4-0 défaite et puis victoire 5-2 au retour pour le Wydad. Madou, comment t'as vécu ça? Qu'est-ce que t'as pensé du Wydad sur cette double confrontation? Bah, bon, honnêtement, on va pas être trop cynique, trop pessimiste par rapport à ça. Je pense que globalement, que ça soit pour le Wydad ou même pour le FUS, les parcours étaient corrects. C'est sûr que la défaite 4-0 à l'extérieur, on a eu du mal à l'avaler. Mais voilà, c'est ça, c'est le foot. Je pense que il y a beaucoup d'éléments qui ont joué, qui ont fait qu'on a perdu à 4-0. Est-ce que tu penses que si c'était à rejouer, si on devait rejouer à partir de demain avec en reprenant à zéro, hein, avec Toshak, donc comme si ça avait pas eu lieu, est-ce que Wydad se qualifierait maintenant ou est-ce que à tous les coups c'était perdu et il perdrait voilà, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, je pense pas qu'il faut être fataliste. Je pense pas que je pense que le niveau était globalement très proche. Je pense que c'était du 50-50. Voilà, donc si c'était à Le rejouer, 4... le Wydad pourrait facilement passer, hein, je pense. Facilement, je sais pas, c'est quand même, faut quand même rappeler, l'équipe en face, c'est Zamalek. C'est l'équipe, c'est une équipe majeure du meilleur peut-être championnat d'Afrique. C'est une équipe qui a l'habitude d'être en Champions League ou bien en Coupe de la CAF chaque année. Donc c'est quand même une équipe beaucoup plus expérimentée avec des joueurs internationaux, contrairement au Wydad. La plupart des joueurs de cette équipe de Zamalek jouent en équipe nationale. Et c'est quand même un budget de loin supérieur à celui du Wydad. Après, ce qu'on a vu sur le terrain, effectivement, le Zamalek c'est pas un foudre de guerre comparé au Wydad. Le Wydad l'a très bien fait déjouer, même au match aller où il y avait 4-0 qui ne reflétait pas du tout la physionomie du match. Ouais, Alors, tout à pour fait. moi, le Wydad a fait au moins un jeu égal avec cette équipe de Zamalek, si ce n'est plus, parce à l'aller, pour moi, le Wydad aurait très bien pu, c'est un scénario de match cauchemar, mais le même match pouvait très bien finir 1-1 ou 2-1 ou un score plus serré. Et au retour, le Wydad était clairement supérieur. Bon, est-ce que le Wydad aurait fait 5-2 s'il n'y avait pas 4-0 à l'extérieur, s'il y avait par exemple Je pense pas, 0-0 ou ouais, je pense. 1-1? Non, je pense pas non plus. Maintenant, je pense que au vu du match retour surtout, même ce qui a été proposé au match aller, ça reste au travers de la gorge parce qu'on sent que le Wydad aurait très bien pu remporter ce titre. En ce qui concerne, t'as dit quelque chose d'intéressant, Pogos, en ce qui concerne l'expérience des joueurs du Zamalek et l'inexpérience entre guillemets des joueurs du Wydad, c'est que
forcément, pour arriver à très loin en Ligue des Champions, voire arriver en finale ou la gagner, il faut accumuler de l'expérience, il faut enchaîner les Champions League, ce que les clubs marocains ne font pas. Ils sont présents une année sur deux, voire une année sur trois seulement dans les coupes africaines. Oui, la dernière Ça, fois qu'on a vu le Wydad, c'était il y a 5 ans. Donc, c'est ce qu'on paye un peu par rapport à notre championnat qui est plus homogène que le championnat égyptien, où il y a deux équipes largement au-dessus du lot, peut-être deux, trois autres équipes qui viennent derrière, mais les deux classiques, Zamalek, Al-Ahli, sont toujours là. Et ça les aide, ça les aide à déjà gagner des points au niveau de la carte pour être dans les bons chapeaux, parce que quand même, je rappelle que Wydad est tombé contre le champion en titre en phase préliminaire, et ça les aide aussi à savoir gérer ces matchs africains, ça les aide à gérer le déplacement, les supporters adverses, etc. Donc maintenant, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce qu'on veut un championnat compétitif où tous les matchs sont intéressants, ou est-ce qu'on veut une élite qui est capable de nous rapporter des titres continentaux? Bah, je pense qu'il y a un équilibre qu'on peut trouver à ce niveau-là. Déjà, la saison prochaine, ça va être intéressant. On va avoir le FUS et le Wydad en Champions League. Alors, c'est deux parcours qui sont clairement en progression, que ce soit le FUS qui a joué la Coupe de la CAF en 2015. Puis, je pense qu'ils sont sortis face aux Zamalek au deuxième tour. Puis, cette année, ils ont joué la phase de poule. Ils sont arrivés en demi-finale. Puis, l'année prochaine, ils vont jouer la Champions League. Donc, c'est plein d'expériences qui a été cumulées par le même groupe de joueurs. Et puis il va y avoir le Wydad aussi qui va sûrement avoir des concurrents un petit peu plus faciles, donc probablement qu'il pourra atteindre la phase de groupe l'année prochaine. Ouais, ça c'est intéressant d'avoir le Wydad et le FUS en Champions League l'année prochaine, parce que c'est vrai que c'est deux équipes qui ont accumulé pas mal de matchs d'expérience au niveau africain ces derniers mois et ces dernières années. Ouais. Ça c'est intéressant. Surtout en revanche, pour la... Ouais, surtout le FUS. Honnêtement, le FUS, je pense que cette année, en Botola, ils vont pas pour revenir un petit peu en Botola, j'ai pas pu en parler, mais je pense qu'ils sont assez affaiblis au niveau de l'effectif et je les vois pas finir dans les deux premiers. Donc, pour eux, la surtout Champions s'ils insistent à ne pas faire jouer Batma, qui est quand même un joueur clé. C'était le meilleur joueur du championnat la saison dernière et il s'en passe. C'est un petit peu un choix. L'affaire Batna, on y revient à Batna. Vas-y, je t'écoute, Pogos, on y revient parce que c'était quand même un dossier épineux. C'était le dossier Batna, transfert, pas transfert, quelles étaient les offres, quelles ont été. Ça a été très flou quand même. On t'écoute. Mais surtout les déclarations du coach El Glagui qui a clairement déclaré que Batna ne jouerait pas en championnat s'il ne prolonge pas son contrat. Donc c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre officiellement. On a vu des fois des joueurs mis sur le banc, etc. pour ces raisons-là. Ça n'a jamais été dit aussi clairement en conférence de presse. Et quand on voit le FUS se faire éliminer à la dernière minute contre Béjaïa, on ne peut que se rappeler, se demander qu'est-ce que ça aurait été si Batna avait joué. Donc forcément, il y a un choix plutôt financier parce que le FUS ne veut pas voir son joueur partir gratuitement, mais bon, nous on s'intéresse aussi au côté sportif et on sait que c'est un joueur important en moins. Mais Batna, quel était le problème vraiment cet été pour son transfert échoué? C'était la somme demandée, j'imagine, par les dirigeants du FUS. Oui, certainement, parce que si le FUS recevait une offre à la hauteur, il aurait été vendu, ça c'est clair. Après, peut-être aussi les conditions salariales du joueur, mais ça en général c'est proportionnel. Quand un joueur est acheté cher, on le paie pas un petit salaire non plus, parce que on reconnaît sa valeur. Donc c'est un tout. Et Batna, peut-être il a plus de chances d'aller en Europe s'il est libre, s'il est sans contrat, ça sera plus simple pour lui de trouver preneur. Non, est-ce que le FUS a raison ou pas de demander beaucoup? Moi je pense que oui, le FUS va pas lâcher son meilleur joueur pour moins que ce qu'il faudrait pour le remplacer. Il faudrait qu'il y ait une plus-value financière ou bien qu'il y ait quelqu'un derrière qu'on est capable d'acheter pour moins cher. Or maintenant, si on veut remplacer Batna en Botola, on recrute qui? Peut-être Hafidi du Raja, mais jamais le Raja ne va laisser partir Hafidi dans un concurrent direct. Donc c'est très difficile de remplacer un Batna dans le championnat marocain. Il faudrait avoir des cellules de recrutement dans des pays africains moins visités et trouver des perles rares, mais ça demande. Et encore, avec beaucoup de choses. Des joueurs étrangers, c'est pas évident. Oui, encore, il faudrait qu'il s'adapte, il faudrait que ce soit pas un flop, parce qu'on a vu pas mal de joueurs, effectivement,
On a vu l'année dernière le Raja avec Asamoah et Yakubu qui étaient censés enfiler les buts dans leur championnat, mais qui n'ont pas réussi à s'adapter. Donc c'est vrai, il y a ce problème aussi. Et les pistes joueurs équivalents de Batna, c'est des joueurs qui sont, si c'est des Marocains, ça doit être des joueurs qui peuvent postuler à l'équipe nationale, donc pas des joueurs abordables. Et si c'est des étrangers, il faut que ce soit des joueurs qui soient pas déjà pris par la concurrence continentale. Je parle de Vita Club, Mazembe, les clubs égyptiens, les gros clubs tunisiens, ou bien les clubs du Golfe ou les clubs européens. Donc c'est très difficile de trouver un remplaçant à Batna quand on n'est pas un championnat riche. Bon, par contre, le FUS, hein, dans sa globalité, Madou, je vais te donner la parole. Qu'est-ce que t'as pensé de cette élimination? Parce que franchement, ok, qui est pas Saaden, qui est pas Batna, bon, d'accord, mais le FUS, normalement, malgré les absences de Saaden et Batna, est censé éliminer Béjaïa. Je respecte cette équipe de Béjaïa, mais normalement, le FUS, champion du Maroc, devait passer. Ah, je sais pas si je suis d'accord avec toi en ce qui concerne le FUS sans Saaden et sans Batna, s'ils sont capables de battre Béjaïa. Béjaïa, c'est pas une mauvaise équipe non plus, hein. Mais je voudrais revenir sur Batna rapidement. Je voulais juste te dire que si on revient sur les faits, au final, cette histoire, c'est vraiment de la mauvaise gestion. Vu que, au final, que ce soit le FUS, que ce soit Batna, que ce soit le football marocain, tout le monde y perd. Ah oui, Ouais, c'est c'est clair. sûr. Alors C'est sûr. honnêtement, je peux pas être du côté des dirigeants du FUS quand je regarde le résultat final. C'est sûr, c'est leur Bah, droit de surtout, mettre la pression sur leurs joueurs, ils peuvent pas perdre d'argent, etc., mais il doit bien y avoir un juste milieu quelque part, ils peuvent s'entendre sur quelque chose. Donc, voilà. Batna est en train de rater la CAN, hein. Je dis ça au passage, hein. Batna est en Ouais, train de rater la CAN. c'est fort probable. Maintenant, est-ce qu'il peut peut-être avec son argent négocier avec le club d'essayer de prolonger, mais avec une clause libératoire qui soit accessible, pas plus d'1 million d'euros par exemple, pour aller dans un club européen. Donc, est-ce que le FUS pourrait accepter une clause comme ça? Parce que c'est clair qu'ils vont pas vouloir le laisser partir gratuitement, mais La clause à je 1 pense million, je pas. trouve ça cher pour un an de contrat, non? Tu trouves pas? Là, la clause à 1 million, quand s'il prolonge, c'est pas sûr qu'il prolonge d'une seule année. Ah, Donc, d'accord. Ouais, ce dans que ce je veux cas. dire, c'est que le FUS, s'il va le lâcher pour 500 000 euros, ça t'achète un joueur correct du championnat. Ça, il peut pas vraiment bien le remplacer pour moins d'1 million d'euros. Moi, je pense que le FUS est en droit d'exiger 1 million d'euros pour un joueur comme Batna. Maintenant, c'est vrai que les clubs européens, quand il s'agit de recruter un joueur marocain qui n'est même pas international, qui n'a pas évolué en Europe, je pense que c'est vrai qu'ils vont être réticents, c'est clair. C'est clair que par exemple un Tanan qui évolue en Eredivisie va avoir plus de crédit qu'un Batna, euh, quel que soit le niveau. Après, il faudrait qu'il y ait peut-être plus d'intérêt des pays européens à suivre notre championnat. Peut-être euh, retrouver un petit peu une ancienne habitude de recruter des coachs européens qui étaient encore dans le coup, parce que ces dernières années, les coachs européens qui arrivent en Botola, c'est plus des coachs en fin de cycle ou des coachs un peu condamnés à Oui, l'Afrique. c'est C'est-à-dire la pas des poubelle. coachs voilà, pas des coachs comme Vaïd susceptibles de retourner en Europe et de conseiller des clubs, de recruter des joueurs qu'il a vus dans ce championnat. Ça peut être un petit peu quelque chose qui nous coûte au niveau de départ. Après, bon, il y a plusieurs raisons. Il y a la surenchère des pays du Golfe. Et le fait aussi que même avant, quand on exportait des joueurs vers l'Europe, c'était pour une bouchée de pain. Je me rappelle bien, à Doha, quand il était parti en Europe, c'était dans les 300 000 euros, c'est ça. Ouais, c'était encore des montants encore, Bah, encore. c'est des prix que payent maintenant les clubs de Botola pour recruter. Hein. Donc, c'est des prix Mais qui peuvent cette intéresser. élimination du FUS, Ouais. sérieux. Ouais, Moi, je pense, pour y revenir à l'élimination du FUS, moi je pense que c'est le FUS qu'on connaît. C'est une équipe qui est très solide défensivement. Puis côté offensif, c'est pas aussi bon. Il marque souvent sur coup de pied arrêté, sur des éclairs de génie, que ce soit de Batna qui était pas là, ou sur un coup franc de Naheri par exemple, ou quelque chose comme ça. Alors bon, à partir de ce constat-là, je pense que une équipe comme ça, typiquement, elle a besoin de marquer à l'extérieur si elle veut être tranquille au match retour. Et on n'a pas été capable de marquer à l'extérieur. moi, je Et on pense, a, Et et on en a je c'est pense payé les aussi l'éliminer qui est système conséquences. Regragui. je pense aussi qu'il y a quand même une erreur de Inzaghi dans sa gestion de ce match en particulier. Le fait de reculer alors que jusque-là, je pense que le FUS avait plus la possession. Après l'ouverture du score aussi, le FUS avait
plus la possession du ballon, et qui dit possession dit aussi sécurité, parce que si tu laisses le ballon à l'adversaire, forcément au bout d'un moment, enfin tu augmentes ses chances aussi de marquer. Et le FUS aurait pu se mettre à l'abri en continuant d'attaquer. Peut-être après, s'ils avaient mis un deuxième but, je comprends qu'on essaie de bétonner, mais à 1-0, on n'est pas à l'abri. Il y a encore rien de fait. C'est quasiment la même chose que 0-0. Et c'est un petit peu quelque chose que je regrette parce qu'on a vu ce scénario plusieurs fois dans le football marocain. Ce réflexe de reculer. Le gros problème des équipes marocaines, le recul bien trop tôt. Mais c'est une habitude chez le Gagné, ça, en plus, il le fait souvent. À chaque fois, il essaie de défendre un petit avantage dans le but, et souvent, je me rappelle, Ouais, non, mais là, face aux Zamalek, c'était comme ça, non? Face au Wydad. Pogos t'as souligné quelque chose d'un problème qui est récurrent dans les équipes marocaines, c'est le fait de reculer. Moi, je me rappelle encore de l'équipe olympique l'année dernière en Tunisie qui avait reculé à partir de la 20e minute. Oui, et le Maroc en Coupe d'Afrique contre le Gabon, après avoir ouvert le score, en reculé, et forcément après le Gabon a repris confiance et a trouvé le chemin défilé. Donc c'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose qui est un petit peu ancré dans le football marocain, j'ai l'impression, et ça il faudrait. Ouais, c'est dans le mental du joueur marocain. Il faut trouver une solution. Pas seulement le joueur, parce que là c'est l'entraîneur aussi qui a fait des choix défensifs. Il a sorti des attaquants pour un milieu défensif Naarif et Aguez qui est défenseur central. Donc pourquoi ce genre de changement alors que dans la possession du ballon on était déjà bien. Je pense que c'est un peu dommage. Moi, la question que je me poserais, c'est pourquoi est-ce que ça réussit souvent pour d'autres équipes, mais pour nos équipes nationales, on finit toujours par encaisser dans les dernières minutes. Par exemple, quand tu regardes l'Atlético Madrid, c'est leur style, ça. Ils marquent un but et reculent derrière, puis ils te tiennent jusqu'à la dernière minute, pas de problème, jamais d'erreur individuelle. Le Marocain, par contre... Une autre condition physique et une autre condition mentale, surtout les joueurs de l'Atlético, ils ont une condition physique qui leur permet de presser vraiment jusqu'à la fin du match. Ouais, c'est une sûr, condition mentale qui leur permet de pas lâcher, vraiment. Il y a aussi des équipes qui ont pour projet de jeu, de laisser l'adversaire attaquer, de jouer le contre. C'est ce que faisait Khoriga quand elle arrivait deuxième du championnat, elle l'a très bien fait. Maintenant, est-ce que c'est dans l'ADN de l'équipe de Regragui de faire ça? Si c'était dans leur style, ils l'auraient fait depuis le début et on aurait vu une équipe défendre depuis le départ et jouer des contres. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Pourquoi changer? Moi, c'est ça qui me gêne, c'est quand on change de philosophie en cours de match. À la rigueur, quand on joue le contre et que c'est dans notre style et que c'est depuis un moment, comme Zaki à l'époque 2004 où on jouait à 3 défenseurs et on jouait le contre, on cherchait Chamar pour dévier un Haji ou un Zairi, c'était un style de jeu clair. C'était un projet de jeu clair et ça marchait des fois, ça marchait pas aussi des fois, mais au moins c'était le style de jeu de l'équipe. Maintenant, quand on a un style de jeu et qu'on le change en cours de match sans maîtriser le deuxième style, ça me gêne, moi. C'est pas quelque chose qu'on sait faire, c'est pas la peine de le faire. Mais je pense que Regragui a de l'avenir quand même dans ce poste d'entraîneur et je pense que là il est en train d'apprendre et c'est vrai qu'on voit les vrais bons entraîneurs marocains. Mais personne ne remet en cause Regragui dans son ensemble. Et ce match-là, il a mal géré et ça arrive. Mais dans son ensemble, c'est clair, il a fait 2 saisons avec le FUS, il a gagné un championnat, une coupe de trône, il a fait une demi-finale de Coupe de la CAF, c'est très bien pour un départ, c'est même excellent. Bon, après, on peut quand même parler d'un match à lui tout seul. Si on résume l'ensemble de Regragui, il a été récompensé meilleur entraîneur du championnat. Donc c'est déjà assez parlant. Maintenant, à chaque match, sa conclusion. En effet. Bon, si vous le voulez bien, on a parlé des transferts de la Botola, de l'intersaison. On va parler aussi des transferts des joueurs marocains en Europe. On va revenir sur ce qui s'est passé cet été, puis sur le début de saison des joueurs marocains en Europe. Les transferts, déjà, c'est vrai qu'on a eu quelques transferts. On a eu un transfert très intéressant, notamment dans les derniers jours du mercato, c'est celui de Sofiane Bouffal à Southampton. On a eu aussi un transfert qui a été un peu mal perçu par certains et mieux perçu par d'autres, c'est celui de Hakim Ziyech à l'Ajax. Qu'est-ce que vous avez pensé dans leur globalité des transferts des joueurs marocains cet été? Non, il y a des bons choix, il y a des choix dommageables. Quand on voit par exemple Boussoufa et Arabi aller dans le golf, c'est un peu dommage. Quand on voit par exemple Seyss et Lazar qui partent en deuxième division anglaise, c'est aussi dommage parce que ils étaient titulaires en première division. Respectivement en Ligue 1 et en Serie A, et partir en deuxième division, je sais pas si c'est une bonne idée parce que
Ouais, c'est purement financier, je pense, hein, la D2 anglaise. C'est sûr, mais c'est clairement dommage parce que surtout pour Lazare qui n'est même pas titulaire, changer de club c'est déjà un risque en soi. Si on n'a pas des garanties pour être titulaire et si en plus on est un joueur de première division, il faut garder ce standing. Moi, je comprends pas qu'un jeune joueur aille descendre d'une division pour des raisons financières. Sachant que je pense pas qu'il touchait une misère à Palermo. Il était demandé aussi par la Fiorentina. Je pense pas qu'on parle d'un écart de salaire du simple au double. Je comprends un peu plus Lazare qui est parti dans un projet Newcastle qui est quand même un grand club stable de la première division anglaise avec un entraîneur comme Rafa Benitez. Je pense que quand il a signé, il s'est dit bon, je signe pour 5 ans et les quatre années suivantes, ça sera la première ligue. Mais ça y est, c'est un peu plus difficile. Je pense qu'il est parti un peu s'engouffrer dans une situation un peu plus délicate. Mais même si Newcastle, on l'a souvent vu en première division, il n'y a rien qui garantit qu'une équipe va monter. En effet. Surtout une deuxième division, c'est toute une autre catégorie de jeu, une autre façon de jouer. Beaucoup de candidats, il y a beaucoup d'équipes en deuxième division anglaise. Il y a d'autres équipes et aussi qu'on a déjà vu en première division qui sont dans cette championship. Et rien ne garantit la montée pour Lazare. Et déjà, avant de parler de montée, il faudrait parler de titularisation. Est-ce qu'il va jouer? Madou, un mot sur ces transferts. Moi, ce que je regarde principalement, c'est est-ce que les joueurs vont être titulaires ou pas. Pour moi, c'est vraiment le plus important pour notre équipe nationale. Et quand je regarde un peu, il y a aussi la compétitivité, bien sûr, mais bon, je vais mettre ça à un deuxième niveau, on va dire. Puis quand je regarde les cadres de Hervé Renard, Lazare, Sey, c'est des cadres. Bossofa aussi, c'est un cadre. Arabi aussi, jusqu'à dernièrement, c'était un cadre. Puis donc là, t'as déjà 4 joueurs sur 10. C'est presque la moitié de tes joueurs qui sont dans des situations, on va dire, un peu douteuses. On sait pas pour Zahar ou Sey s'ils vont être titulaires. Bossofa, Arabi, c'est pas, je veux dire, j'aurais préféré qu'il joue ailleurs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, globalement, on va dire que les transferts, c'est dans la lignée des dernières saisons. Il y a rien de vraiment surprenant, on va dire. Mais, moi, ça m'inquiète, cette histoire de voir que les cadres de Hervé Renard, une grande partie des cadres de Hervé Renard, ont fait des choix de carrière qui sont peut-être pas optimaux, on va dire. Ouais. Pour certains, quand même, c'est réussi parce que Ziyech à l'Ajax, ça reste une promotion. Là, il pourra gagner un titre avant de changer de championnat. Il y a peut-être aussi Carcela qui est parti à Grenade, qui est un championnat peut-être qui va peut-être réussir. Et je rappelle aussi que son père est espagnol, donc il va chez lui. Donc il y a peut-être des bons choix aussi, mais après globalement, ça dépendra, comme a dit Matou, du temps de jeu qu'ils vont avoir. Il y a aussi peut-être un Pradori qui n'a pas trouvé de point de chute. Il ne joue plus depuis un moment avec son équipe et on espérait le voir dans une équipe où il aurait plus de temps de jeu, sachant que il était bon il y a 2 ans avec l'équipe nationale, l'année dernière beaucoup moins quand il jouait moins en club. Ouais, Omar Pradouli, c'est vraiment le problème de ce marché des transferts. Il est resté au Napoli, il est resté. En plus, il est réserviste. Il est même pas inscrit dans la liste de la Ligue des Champions, alors que l'année dernière, il avait brillé par intermittence en Europa League. Et là, en plus, il est blessé. Il rate le début de saison. Je pense qu'il est vraiment dans une petite impasse là, malheureusement. Un autre joueur un peu en difficulté, il me semble que c'est Atif Şahşour qui était plutôt pas mal en Turquie et puis là qui est parti un peu s'enfermer sur le banc du Fenerbahçe, mais c'est aussi un choix financier, je pense. Oui, Şahşour, c'est un bon joueur de club moyen en Turquie, mais on n'a jamais pensé qu'il serait un cadre dans un grand club même turc. En équipe nationale, il est gentil, mais il n'a pas montré grand chose. Donc c'est pas la même chose que quand on parle de cadre de l'équipe nationale. Quand c'est des cadres de l'équipe nationale, c'est quand même plus dommageable. Şahşour, c'est un joueur très remplaçable, je pense. Carcela, il peut exploser à Grenade, tu penses? C'est une blague. Non, mais il a fait déjà parler la poudre, effectivement. Le début de saison des joueurs, on va en parler. Il y a eu Nabil Diarra qui a vraiment fait un début de saison très très bon et qui malheureusement a connu un coup d'arrêt avec sa blessure sur la pelouse de Tottenham.
Mehdi Benatia, c'est un peu plus mitigé parce qu'il avait signé, on pensait qu'il avait signé, enfin prêté entre guillemets à la Juventus, on pensait qu'il avait signé dans l'optique d'être titulaire et puis malheureusement on l'a vu seulement un match sur deux. Vous en avez pensé quoi finalement de ce début de saison sur le terrain des joueurs marocains à l'étranger? Benatia, on n'est pas surpris parce qu'il y avait quand même de gros candidats sur la liste de la Juventus à son poste. Maintenant, ce qui est surtout à suivre pour Benatia, c'est son état de forme. C'est un joueur qui se blesse trop souvent. C'est un joueur qu'on n'a pas eu. Je me rappelle pas tellement de la dernière fois qu'on l'a eu à l'extérieur dans un match de qualification africaine. Et c'est un joueur, on a tellement l'habitude de le remplacer que pour moi il est remplaçable. Et la dernière fois qu'il a joué, enfin il a joué À l'extérieur en Afrique, il me semble, j'ai pas vérifié mes petites fiches habituelles, mais à l'extérieur, il me semble que c'est la CAN 2013. ça remonte, hein, ça remonte à loin. Et puis quand il est là, on n'a pas non plus le statut qui est reflété sur le terrain. C'est pas le joueur du Bayern ou de la Juve qu'on a vu contre la Libye. C'est lui qui est fautif sur le but encaissé. Donc pour moi, Benatia, c'est un joueur dispensable. Dispensable, hein, t'as bien dit, hein, pas Ah oui, indispensable. dispensable, dispensable. Ouais. Bah c'est vrai, malheureusement, Mehdi Benatia, il est pas toujours à la hauteur. Moi, il m'avait bien plu, mais c'était en amical contre l'Uruguay, et puis contre la Libye ensuite à domicile à Agadir. Il m'avait bien plu, il a vraiment été à la hauteur, mais c'est vrai on reste souvent sur notre fin avec Mehdi Benatia. D'ailleurs, je vais en profiter pour enchaîner sur l'actualité de l'équipe nationale, si vous le voulez bien. On a eu la liste ce matin des 26 joueurs convoqués par Hervé Renard pour le match au Gabon. On va y revenir après. On va d'abord revenir sur l'ensemble des 6 premiers mois d'Hervé Renard, hein, parce que ça fait grosso modo 6 mois qu'il est en place. Quel bilan vous tirez de ces 6 premiers mois, Madou? Alors moi personnellement, je trouve que le bilan est globalement positif. On a réalisé nos objectifs pour ce qui est de la CAN. Bon, c'est sûr que c'est pas pour autant que c'est parfait. J'aurais plusieurs critiques à émettre envers Hervé Renard, que ce soit au niveau des sélections des joueurs, certains joueurs qui apparaissent un petit peu de nulle part, qui méritent pas forcément la sélection. Des noms, Madou. Ouais, je vais pas me faire Il va pas d'éloger, balancer. hein, mais je veux dire, honnêtement, si on regarde les 2 derniers matchs, surtout des gars comme en Ouais, c'est vrai attaque, que c'était assez spécial. Hein. ouais, non, mais je veux dire, genre des gars comme Bouhaddouz et compagnie, Boutayeb, moi, honnêtement, je vois pas ce qu'ils Ouais, font en t'aurais pas équipe pris honnêtement? nationale. Non, honnêtement, Ouais. je les aurais pas pris. Simplement, je les aurais pas pris. J'ai rien contre eux, tu vois, je suis sûr que c'est des gens qui sont très sympas, très gentils, mais bon, faut pas déconner. Et Mais surtout, ce qui compte surtout, c'est au niveau on en parlait dernièrement au dernier podcast d'ailleurs, une question de style de jeu il n'y a pas encore un vrai style de jeu de l'équipe nationale qui s'est développé. moi, je trouve qu'il y en a un. Je trouve que c'est le style renard, hein, c'est-à-dire vraiment, on casse, on obtient voilà, on pousse l'adversaire à la faute. Enfin, vraiment, on se replie et puis on essaye de marquer sur un coup de pied arrêté ou sur un exploit individuel. Voilà, mais je pense que c'est plutôt ça. C'est vraiment le style renard. Je pense qu'il se met en place. Ce que je peux, Pogos. ce que je peux te conseiller Vas-y, Manu. rapidement, excuse-moi Pogos de t'interrompre. C'est juste, ouais, effectivement, depuis que Renard est là, on a remarqué un regain dans la combativité de joueurs. Et encore, on va dire, C'est vrai, c'est vrai. certains joueurs. Parce que, par exemple, Ziyech, au dernier match, Ouais, c'était un peu nonchalant. c'était vraiment très, très, très nonchalant. Et ça m'a très, très surpris parce que j'attendais Hervé Renard au tournant à ce niveau-là, qu'il puisse motiver nos joueurs. Mais je Non, pense que, mais connaissant ça, Renard, Ziyech va pas survivre à son match contre Sao Tomé. Je pense qu'il va bien goûter le banc au Gabon et contre le Canada. moi, je En tout pense cas, au Gabon, en tout cas, au Gabon, je pense que pour Renard, il y a eu un électrochoc comme prévu, comme il y en avait eu aussi avec Taoussi, cette victoire 4-0 contre le Mozambique. Il y a eu ça, il y en a eu des discours comme quoi l'état d'esprit va être parfait maintenant, etc. Mais j'ai l'impression que ça s'est passé depuis. J'ai l'impression que le Marocain, il a tendance à être très 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 bon élève les premières semaines de classe,
il y a tout à trop, c'est stylo vert, c'est stylo bleu, c'est stylo rouge, et au bout d'un moment, ça redevient le bordel dans son cartable. Et c'est un peu pareil en équipe nationale. C'est au tout début, on veut faire bonne impression avec le nouvel entraîneur, et au bout d'un moment, on se lasse peut-être parce que les discours peut-être ne fonctionnent pas plusieurs fois. Et moi, j'étais très très déçu par le match contre Sao Tomé. Que ce soit au niveau du jeu, mais aussi au niveau de l'état d'esprit. On a parlé de Ziyech notamment, de rater tout, c'était incroyable. Tanan aussi, quand même contre une équipe en face, euh, avec tout le respect qu'on peut devoir à Sao Tomé, je suis désolé, c'est pas une équipe à la hauteur de l'équipe du Maroc et Est-ce il y que tu avait crois de pas quoi que être déçu. les joueurs, ils ont vécu ce match contre Sao Tomé comme un match amical, je veux dire mentalement dans leur tête? Est-ce qu'ils sont pas entrés sur la pelouse? Est-ce que le discours de Renard, c'était pas on teste un petit peu, je mets Younes Abdelhamid en défense, voilà, c'est amical quoi. Est-ce que c'était pas Oui, ça mais leur état justement, d'esprit? même un match amical, quand c'est une équipe nationale, on entend souvent qu'il n'y a pas de match amicaux en équipe nationale. Les matchs internationaux, c'est des matchs où on doit essayer de gagner sa place, surtout quand on essaie beaucoup de joueurs. Quand on n'est pas encore sûr d'avoir sa place, c'était le cas pour Ziyech, qui était mis sur le banc, qui passait derrière Boussoufa. C'est l'occasion pour lui d'éclabousser l'équipe par sa classe et il ne l'a pas fait. Au-delà de l'objectif de se qualifier qui était dans la poche, il reste des objectifs individuels de gagner sa place dans une équipe nationale, sachant que Renard fait quand même appel à beaucoup de joueurs et on reprochait à Zaki d'avoir essayé beaucoup de joueurs. Renard, je pense qu'il est dans la continuité. Il y a eu énormément de noms en très peu de temps en équipe nationale. Donc, à mon avis, j'ai pas l'impression que les joueurs se rendent compte que les places sont à gagner dans cette équipe. Et c'était par contre le cas pour Hamza Mendil, qui était une surprise parce que pour moi, effectivement, il méritait pas d'être là. C'est un joueur de CFA, c'est un joueur de réserve à Lille, on l'a Complètement. première division. Il est encore très jeune, mais il a été à la hauteur de la chance qui lui a été accordée parce que c'est une chance de lancer un joueur dans un match officiel comme ça. Et il a répondu présent, il n'avait pas froid aux yeux et il a fait son match. Maintenant, ce qui est surtout, ce qui est, ce qui ressortait surtout, c'est le fait que les autres n'aient pas été à ce niveau-là. Comment ça se fait qu'un jeune comme lui soit celui qui ressort le plus dans un match comme ça? C'est pas possible. Ouais. Globalement, les 6 premiers mois, donc plutôt positifs, hein, vous dites alors. Au niveau des résultats, c'est dans la continuité. Pour moi, c'est normal, plus que positif. On parlera de positif quand on fera quelque chose de différent à la CAN ou quand on se qualifiera à la Coupe du Monde. Mais pour l'instant, on est dans la logique des résultats de l'équipe du Maroc, malgré les crises qu'elle a vécues, malgré les changements d'entraîneur. Donc, c'est pas maintenant qu'on va distribuer les médailles. C'est quand on verra quelque chose de plus que ce qu'on a eu ces 10 dernières années. Il faudrait voir l'équipe passer la phase de poule en Coupe d'Afrique ou se qualifier en Coupe du Monde pour parler de bilan positif. Pour l'instant, on est dans la marche classique. Est-ce qu'on est sur la bonne voie avec Renard? Est-ce que en ayant vu les 6 premiers matchs, est-ce que on sent une évolution, une progression, quelque chose de nouveau? Dans Trop le tôt. jeu, j'ai pas vu de progression. Je sais pas si Madou est d'accord. J'ai pas vu de progression dans le jeu. Maintenant, ce qui est positif, c'est on voit qu'il s'intéresse beaucoup aux jeunes. On voit qu'il suit de très près le championnat. On voit qu'il a de la suite dans les idées. Pour moi, peut-être que l'objectif numéro un n'est pas cette CAN, mais peut-être celle d'après. Dans ce cas-là, oui, mais le problème, c'est que les qualifications de la Coupe du Monde elles commencent déjà maintenant. Donc, est-ce que la qualification à la Coupe du Monde est un véritable objectif ou pas? Ça, je sais pas. Maintenant, c'est vrai, ça dépend des exigences qu'on a. Si notre exigence c'est de voir l'équipe se qualifier à la Coupe du Monde en Russie, non, il n'y a pas de quoi être optimiste. Si l'exigence c'est de progresser, à ce moment-là, il faudra attendre pour faire un bilan parce que 6 mois c'est trop tôt. Moi, je pense qu'on pourra peut-être vraiment juger sur ces 2 matchs de qualification à la Coupe du Monde. J'aimerais bien revoir le même état d'esprit des joueurs que face au Cap-Vert, que ce soit au match aller ou au match retour. Moi, je pense que c'était de bons matchs qui montraient un petit peu ce que Hervé Renard était capable d'apporter à cette équipe. C'est vrai qu'on a vu un bon état d'esprit sur le double match contre le Cap-Vert. Après, il y a quelque chose qui m'a déçu, c'est au niveau du résultat. C'est quand j'ai vu le mois dernier que la Libye s'est imposée au Cap-Vert 1-0. Alors là, je me suis dit, ah ouais, bah d'accord. Et ouais, Madou, tu peux finir.
Ouais, c'est sûr. Bah, sur un match, tu vois, tout est possible. Hein. Au foot, la Libye peut très bien battre les Cap-Vert. Le Cap-Vert peut bien mettre une raclée à la Libye. Je pense pas qu'on puisse juger sur un seul match. Je pense que c'est vraiment sur la continuité, sur plusieurs matchs Ouais, donc qui faudrait a une revoir certaine vraiment valeur. l'état d'esprit du Cap-Vert au Gabon et contre la Côte Alors moi, d'Ivoire. je pense quand même qu'on a surcoté le Cap-Vert parce que, effectivement, il était premier dans le classement FIFA, mais sur une série de résultats qui étaient meilleurs que ceux des autres équipes. Mais ouais, Pogba, Mais, ouais, c'est exactement ce que je veux dire. C'est quand mais j'ai pour vu moi, c'était une les équipe calculs surcotée. Même, je le disais avant le match contre le Cap-Vert, c'est une équipe correcte, ok, mais c'est pas le Cap-Vert qu'on a affronté en Coupe d'Afrique parce que les meilleurs joueurs, ils sont descendus d'un cran. Le Mendes qui était à Lille, quand on l'a joué cette fois-ci, était en deuxième division anglaise. C'est des joueurs qui ont quand même un peu perdu leur dynamique d'un moment. C'est des équipes comme ça où il n'y a pas un réservoir de joueurs énorme. C'est pas le Nigeria où le Nigeria est toujours capable de sortir des joueurs et te surprendre avec des pépites, mais Cap-Vert c'est une petite population, c'est un tout petit pays. Ils ont eu une génération qui a réussi sur un moment. Maintenant sur la durée, c'est pas une équipe redoutable. C'est pas le Cameroun, c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est pas l'Égypte, c'est pas cette catégorie d'équipe. Et on s'est fié au classement FIFA pour jauger cette équipe, alors que le classement FIFA c'est pas un classement de niveau, c'est un classement de résultats sur une période, ce qui est différent. Et Et le Gabon, c'est sur une période passée, par la période à venir. Tu peux avoir des récents résultats qui sont un peu, tu peux être en perte de vitesse et rester dans le top du classement parce que tu as des résultats d'il y a 4 ans qui t'ont beaucoup servi. Donc il faut savoir l'analyser, ce classement FIFA. Pour moi, le classement FIFA n'est pas un repère, mais c'est plus une fin en soi. C'est un objectif à atteindre pour après être dans les bons chapeaux lors des tirages au sort. Mais pour évaluer les équipes qu'on affronte, il faut regarder l'effectif, il faut regarder les matchs récents et connaître l'équipe, mais pas le classement FIFA. Le classement FIFA n'est pas du tout significatif vis-à-vis surtout les équipes africaines, parce que avec avec le coefficient continental, etc. Parfois, on peut tomber sur des équipes mal classées qui ont un très bon niveau. et à ce propos, tu situes où le Gabon et la Côte d'Ivoire? Pour moi, le Gabon il est meilleur que le Cap-Vert. Si on enlève les deux meilleurs joueurs du Gabon, qui sont Lemina et Aubameyang, ça va être une équipe du même niveau à peu près. Si on regarde l'effectif, un peu le jeu, mais mais ils ont deux joueurs de classe mondiale. Aubameyang, on a tous un équivalent au Maroc. C'est une équipe qui peut nous faire mal. Maintenant, c'est pas une équipe qui est largement au-dessus du Maroc, parce que si on enlève ces deux joueurs-là justement, c'est une équipe qui est en dessous de tout notre réservoir de joueurs. Il y a des joueurs qu'on a vus en Botola. Il y a dans leur effectif Zeando qui était complètement mauvais, Ouidad et un peu moins à Oujda. Ils ont aussi Frank Ngonga qui était à l'OCK, Longo Alama qu'on a vu à Berkane et à Asfi après être passé par Jida, qui vient d'être recruté par le Raja, mais qui n'est pas quand même un cadre. Donc à part peut-être Evunak qui quand même lui a fait parler de lui en championnat, les autres c'est des joueurs corrects, c'est pas des joueurs qui devraient vraiment nous faire peur. Moi je ne tremble pas quand je vois la feuille de match du Gabon si on regarde les derniers résultats où Aubameyang n'a pas participé. Par contre, quand il est là, effectivement, c'est un joueur qui nous a déjà fait mal quand il était beaucoup plus jeune. Donc c'est clair que c'est le joueur à surveiller. La Côte d'Ivoire, on voit bien qu'elle est en chute un petit peu en baisse de forme. Maintenant, est-ce que d'ici les matchs qui vont arriver, est-ce qu'ils seront sur le même niveau? Je rappelle aussi qu'ils nous ont battus chez nous la dernière fois, en ayant une équipe une équipe remaniée par rapport à celle qui a gagné la CAN. Donc on peut dire qu'ils sont en baisse de forme, mais peut-être pas au point d'être plus faible que le Maroc. Ouais. Bon, on va laisser la Côte d'Ivoire de côté, hein, sachant que c'est en novembre hein, finalement. Et, on va parler du Gabon et de la liste d'Hervé Renard qui est tombée ce matin. Madou, t'as consulté la liste. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette liste des 26 joueurs? Bah oui, j'ai vu la liste ce matin comme tout le monde, puis je pense que c'est dans la continuité globalement c'est dans la continuité des choix de Renard. Puis bon, il a été limité un petit peu par les blessures et les forfaits. Il y a des choses assez intéressantes, on va dire, le fait qu'il ait pris 5 attaquants, je pense, qu'il ait pris qu'un seul arrière droit. Ouais, ça c'est ce que beaucoup ont relevé, hein, la présence d'un seul arrière droit. Mais Un sinon, seul arrière droit si on pense en 4-4-2, mais si on
on se rappelle du match en Albanie. Si on met Amrabat milieu droit comme il a fait à Watford, on a deux joueurs pour ce poste, Amrabat et Shafir. Et à gauche, on aurait Mendy Lazare. Je ne sais pas pourquoi Renard le voit comme un défenseur central. Ouais. Un joueur qui a commencé comme ailier gauche, il le dit lui-même dans une interview, et qui est actuellement arrière gauche. Donc passer défenseur central, on verra. Mais je vois bien passer. Je vois bien Renard jouer en 3-4-3 ou 3-5-2. Oui, avec Amrabat à droite, Lazare à gauche, qui serait plus à l'aise du coup parce que c'est un joueur plus à l'aise offensivement que défensivement. Avec le retour de Boussoufa, peut-être est-ce qu'il serait associé à Ziyech ou à Tanan qui serait à droite derrière l'attaquant. Je sais pas, peut-être faire jouer plus d'attaquants parce que la dernière fois il avait quand même fait jouer une série Bouhtouz en même temps. Peut-être les associer tous les deux à l'Arabie, je sais pas, on verra. Donc, mais je vois bien une défense à 3 derrière. Bah, du coup, ça donnerait un milieu avec Belhanda, L'Ahmadi et Boussoufa, c'est ce qui serait intéressant. Oui, ou bien Fajr aussi, parce que Fajr a plus joué sous Renard que Belhanda. Peut-être Fajr Ahmadi dans l'axe, derrière Boussoufa qui servirait de pointe peut-être, ou qui serait associé à Belhanda plutôt une paire de milieux offensifs, ou peut-être à Ziyech. Peut-être on verra, mais ça c'est là où il y a une petite zone d'ombre. Mais je vois, Ahmadi, pour moi, il a clairement gagné sa place. C'est peut-être le joueur le plus en forme de l'équipe et le plus régulier. Pour les côtés, on en a parlé. En défense centrale, maintenant, c'est ça qu'il faut voir. Est-ce que on verra Dacosta, Seyss et Abdelhamid, ou bien peut-être Yamir qui est peut-être la surprise de cette liste, mais qui fait un très bon début de championnat, qui a fait deux très bons championnats avec l'OCK à titre individuel, et qu'on a vu aussi en équipe locale. Donc un joueur très intéressant, je pense. Moi, je te dis tout de suite, Yamir, on le verra pas, à moins d'une blessure ou d'un forfait, à mon avis, Yamir, on le verra pas. Madou, tu le vois comment, le 11 au Gabon, tu le vois comment? Bah, avant de voir la liste, j'étais assez sûr qu'on allait revenir aux bases qui ont fait nos succès face au Cap-Vert, c'est-à-dire une défense à 4. Ouais. Ce qui expliquerait le retour de Chafer, etc., etc. Mais le fait qu'il y ait un seul arrière droit, j'avoue que ça m'a mis un petit peu le doute. Ouais, du coup, tu vois, toi aussi, une défense à 3 avec Amrabat et Shafir pour le poste. Honnêtement, je parierais quand même sur une défense à 4 avec Dacosta Saïs en charnière centrale, Shafir à droite, Lazare à gauche, puis Lazare qui serait aidé énormément par un Amrabat sur son côté pour essayer de bien bloquer les ailes, vu qu'on sait que Amrabat c'est un très bon joueur. À ce moment-là, on aurait Tanan à droite, Amrabat à gauche, attaque. Ouais, Tanan, excuse-moi, c'est ça. C'était Tanan à gauche, puis Amrabat à droite. Non, plutôt le contraire, parce que j'ai l'impression qu'Amrabat est préféré à gauche par. Ouais, donc on est bien d'accord, ça va être Lazare, Amrabat, puis Tanan. Oui, voilà, Tanan Shafir. Oui, dans ce cas-là, oui, ça se peut. Ça se peut, effectivement. Puis je pense que le trio au milieu, ça va être Ahmadi, Boussoufa, puis je sais pas si ça va être Belhanda ou Fajr, ça dépendra. Mais je pense qu'on reviendra vraiment aux bases qu'il y avait dans les matchs officiels en qualification de la Coupe d'Afrique. C'est quelque chose qui a marché, donc je vois pas pourquoi on changerait ça. À mon avis, les 2 derniers matchs amicaux, c'est vraiment des tests pour voir, selon les joueurs qui ont été appelés, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs qui ont été appelés pour voir comment ça fonctionnait, puis bon, voilà. On peut pas vraiment se baser dessus Oui, sachant que c'est quand même un deuxième match amical contre le Canada juste après, où il y aura d'autres joueurs qui vont peut-être avoir leur temps de jeu. Ouais. Donc c'est vrai que toutes les options sont ouvertes, mais il n'est pas non plus exclu d'avoir les deux schémas dans le même match. On peut très bien commencer en 4-2-3-1 et changer par exemple Chafer pour un défenseur central et repasser en 3-4-3.
Tout à fait. Au-delà de la stratégie à adopter ou de la tactique à adopter, c'est surtout l'état d'esprit, hein, je pense, qui va faire la différence au Gabon. C'est si on a le même état d'esprit qu'au Cap-Vert, je pense que là, ça peut aider. Et après, si c'est Fage ou Belanda, je pense que c'est des détails. Oui, c'est beaucoup de choses aussi qui vont jouer. Il faut de la chance, il faut de la réussite. Il faut que la réussite soit de notre côté, pas du côté adverse. Parce que des fois, on tombe sur des adversaires qui ont une occasion, un but. Il faudrait ne pas tomber là-dessus. Et il faudrait aussi que nous, on sache finir nos occasions. On a des matchs où on réussit parfois à les mettre, mais avec l'Arabie notamment, on a beaucoup de souvenirs d'occasions ratées. Et si on rate, peut-être on n'aura pas 100 occasions pour s'offrir le luxe d'en rater 50. Ouais, réalisme, gros problème marocain aussi, hein, réalisme avec le fait de reculer bien trop tôt, hein, réalisme. On ne voit pas tout le temps. Voilà, donc on va conclure sur ça, hein, les gars. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. Oui, un petit mot aussi sur la liste, la sélection de Haddad que Renard a vu. Ouais. C'est un peu la surprise. Hein. Si on m'avait posé la question pendant cet été, j'aurais vu Batna être dans l'équipe avant Haddad, et là on risque de se retrouver avec Haddad en Coupe d'Afrique, mais pas Batna. On paie la gestion du FUS, on va dire. C'est vraiment ça. Tu conclus? C'est très bien pour le Haddad quand même, parce qu'il est capable de faire des grands matchs aussi. Même si parfois il est exaspérant, je trouve. Je pense qu'à Haddad, d'ici 2-3 ans, ça va être un joueur. S'il continue à être titulaire au Wydad ou ailleurs, je pense qu'il va continuer à progresser. Il a eu une progression assez fulgurante durant les 3 dernières saisons. Donc, il y a 3 saisons, il était en division amateur, il était au TAS, Ouais. Donc, à mon avis... Voilà. Bon, les gars, pour aujourd'hui, c'est terminé. Hein. On a fait à peu près le tour de toute l'actualité chaude et moins chaude du foot marocain. Et puis, on se donne rendez-vous la prochaine fois avec d'autres aventures, hein, d'accord? Donc, merci à vous. Merci, c'était un plaisir. Et je vous dis au revoir. Au revoir, Pogots. Au revoir, Madou. Au revoir, Fantomas. Oh, il a dit mon nom, fallait pas le dire. On t'avait dit en début d'émission. Allez, au revoir les gars. Allez, merci. Au revoir. Ciao. Au revoir. Ciao.